Que découvrirait un millionnaire en suivant secrètement son employé de ménage jusqu'à un immeuble insalubre? La vérité que ses propres enfants lui révéleraient changerait sa vie à jamais. La pluie fouettait avec force les baies vitrées du 35e étage du gratte-ciel le plus prestigieux de la ville. Laurent Dubois, les mains tremblantes, tenait le rapport financier qui venait de tout bouleverser. Les chiffres ne mentaient pas. Quelqu'un volait dans son entreprise, et les soupçons désignaient directement le service d'entretien. « Impossible », murmura-t-il tandis que ses yeux parcouraient chaque ligne du document. Pendant des années, il avait une confiance aveugle à son personnel de nettoyage, surtout à Élodie. Cette femme silencieuse qui travaillait toujours tard quand lui-même était encore au bureau. Mais les faits étaient irréfutables. Il manquait des fournitures coûteuses, des produits de nettoyage spécialisés auxquels seul le personnel de nuit avait accès. Le détective privé qu'il avait engagé des semaines auparavant avait enfin livré son rapport préliminaire. Les caméras de sécurité montraient des mouvements suspects, des silhouettes transportant des cartons après les heures de travail. Laurent sentit comme si on lui avait arraché le cœur. Comment était-il possible que la personne en qui il avait le plus confiance, la seule employée qui connaissait jusqu'aux recoins les plus intimes de son bureau, puisse le trahir de cette manière? Cette nuit-là, tandis qu'Élodie achevait sa routine de nettoyage, Laurent resta caché dans son bureau, les lumières éteintes. À travers l'entrebâillement de la porte, il observa chaque mouvement de la femme qui avait nettoyé son espace pendant plus de 3 ans. Ses gestes étaient les mêmes que d'habitude, méticuleux, respectueux, presque révérencieux avec chaque objet qu'elle touchait. Mais alors, il se passa quelque chose qui lui glaça le sang. Élodie se dirigea vers le placard à fournitures avec une clé qu'elle n'aurait définitivement pas dû avoir. Laurent la vit sortir plusieurs produits de nettoyage industriel, des désinfectants spécialisés et d'autres articles coûteux qu'elle rangea soigneusement dans un grand sac. Son cœur se brisa en 1000 morceaux en confirmant ses pires craintes. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il, sentant la trahison lui brûler la poitrine, comme de l'acide. Pendant des années, il avait été généreux avec ses employés, il avait payé des salaires justes, il avait offert des primes lors d'occasions spéciales. Pourquoi Élodie ferait-elle une chose pareille? Pourquoi risquerait-elle tout pour quelques produits de nettoyage? Quand Élodie eut fini et se dirigea vers l'ascenseur, Laurent prit une décision qui allait tout changer. Il n'appellerait pas la police. Il ne confronterait pas la femme immédiatement. Il avait besoin de comprendre pourquoi. Il avait besoin de savoir ce qui l'avait poussée à devenir une voleuse. Silencieusement, Laurent suivit Élodie jusqu'au parking. Depuis sa berline noire, il garda une distance prudente, tandis que le vieux bus de la RATP s'éloignait dans les rues mouillées de la ville. Son cœur battait d'un mélange de colère et de déception qu'il n'avait jamais ressenti. Cette femme avait violé sa confiance de la manière la plus vile possible. Le bus fit plusieurs arrêts avant qu'Élodie ne descende dans une banlieue que Laurent n'avait jamais visitée. C'était une zone où les rues n'étaient pas goudronnées, où les maisons semblaient construites avec des bouts de matériaux différents, où la pauvreté se respirait à chaque coin de rue. Laurent continua à maintenir sa distance, sa berline détonnant complètement avec l'environnement. Élodie marcha pendant 20 minutes de plus, portant ce sac contenant les produits volés. Laurent la suivit à pied, restant dans l'ombre, sentant sa colère grandir à chaque pas. À quoi lui fallait-il tant de désinfectants? Avait-elle une entreprise parallèle de vente de produits de nettoyage? L'idée qu'il ait involontairement financé une opération délictueuse lui tordait l'estomac. Finalement, Élodie s'arrêta devant une construction qui laissa Laurent sans voix. Ce n'était pas une maison, mais une structure abandonnée, avec des murs fissurés, des fenêtres brisées, recouvertes de carton, et un toit qui avait clairement connu des jours meilleurs. L'endroit semblait sur le point de s'effondrer, et pourtant, Élodie se dirigea vers la porte principale, comme si c'était sa demeure. « Quel est cet endroit ?» se demanda Laurent, sentant la confusion remplacer progressivement sa colère. Cela ne ressemblait pas à la cachette d'une voleuse professionnelle, mais plutôt au refuge de quelqu'un de désespéré. Élodie ouvrit la porte et disparut à l'intérieur. Laurent attendit quelques minutes avant de s'approcher prudemment. Les fenêtres bouchées ne lui permettaient de rien voir, mais il put entendre des voix à l'intérieur. Des voix qui le laissèrent complètement paralysé. C'étaient des voix d'enfants. « Maman, tu es arrivée », entendit-il une voix enfantine pleine de joie. Léo a toussé toute la nuit et Chloé a beaucoup de fièvre. Laurent sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Des enfants, Élodie avait des enfants vivants dans cet endroit. Son esprit commença à traiter lentement une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Les produits de nettoyage, les désinfectants spécialisés. Et si elle ne les volait pas pour les vendre, il s'approcha d'une des fenêtres qui avait un petit trou dans le carton qui la recouvrait. Ce qu'il vit à travers cette petite ouverture changea tout ce qu'il croyait savoir sur Élodie Morale. À l'intérieur de cette maison abandonnée, éclairée seulement par quelques bougies, il y avait 3 enfants. Un adolescent qui semblait prendre soin de 2 plus jeunes, dont l'un était clairement malade. Élodie avait sorti les produits de nettoyage
et désinfectait méticuleusement chaque surface, chaque recoin de cette habitation précaire. Ses mouvements étaient les mêmes que ceux que Laurent avait observés dans son bureau. Prudent, méthodique, rempli d'un amour qu'il comprenait maintenant complètement. « Mon chéri, viens ici », entendit-il Élodie dire au plus jeune enfant. « Nous devons soigner cette toux. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Laurent tituba en arrière, sentant les larmes commencer à couler de ses yeux. « Toi aussi, qu'est-ce que cela signifiait ?» Son cœur se brisait en réalisant qu'il avait mal jugé cette femme. Elle ne volait pas par avidité ou méchanceté. Elle volait pour survivre, pour maintenir ses enfants en vie dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Mais alors une voix d'enfant brisée traversa la nuit comme un poignard. « Maman, papa va-t-il revenir un jour? Va-t-il venir nous aider, comme il l'a promis avant de partir au ciel ?» Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quel cri. Laurent comprit à ce moment que cette femme ne luttait pas seulement contre la pauvreté, mais aussi contre la perte de quelqu'un de très important. Et tandis qu'il s'était inquiété pour quelques produits de nettoyage, elle avait mené une bataille épique pour garder sa famille en vie. Laurent resta immobile pendant plusieurs minutes, traitant la réalité dévastatrice qu'il venait de découvrir. Ses jambes tremblaient tandis qu'il s'éloignait silencieusement de la fenêtre, son esprit luttant pour comprendre comment il avait été si aveugle à la souffrance de l'une de ses employées les plus dévouées. Il retourna à sa berline, le cœur brisé, mais ne put démarrer le moteur. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne parvenait pas à insérer la clé. Les mots de l'enfant résonnaient encore dans sa tête comme un écho douloureux. « Papa va revenir un jour ». L'innocence de cette question, l'espoir désespéré dans cette voix enfantine, l'avait frappé plus fort que n'importe quelle nouvelle d'affaires qu'il avait reçue dans sa vie. Il resta assis là, observant cet immeuble délabré où une mère célibataire luttait pour maintenir en vie ses 3 enfants. À travers les fissures des murs, il pouvait voir la faible lumière des bougies bouger, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter une histoire de résistance et d'amour inébranlable. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura Laurent, portant ses mains à son visage. Pendant des semaines, il avait prévu de licencier Élodie. Il avait envisagé de porter plainte pour vol. Il avait permis à la méfiance d'empoisonner chaque interaction avec elle. Et tout ce temps, elle avait utilisé ses produits pour créer un environnement propre et sûr pour ses enfants malades. Il se rappela alors toutes les fois où il avait vu Élodie travailler très tard, toujours avec un dévouement qui lui avait semblé admirable, mais qu'il comprenait maintenant complètement. Chaque minute supplémentaire qu'elle passait au bureau signifiait de l'argent additionnel pour sa famille, signifiait une opportunité de plus de ramener à la maison les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ses enfants. Soudain, il entendit des voix provenant de l'intérieur de la maison. Il semblait qu'une sorte de crise se développait. Laurent sortit silencieusement de la voiture et s'approcha à nouveau de la fenêtre, son cœur battant d'un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Maman, Léo n'arrive pas bien à respirer », entendit-il la voix d'une petite fille paniquée. « Il devient très bleu et fait des bruits étranges quand il essaie de prendre de l'air. » Laurent vit Élodie se déplacer frénétiquement dans la pièce, portant le plus jeune enfant tout en essayant de le calmer. La scène qui se déroulait devant ses yeux était déchirante. Une mère désespérée, essayant de sauver son fils avec des ressources très limitées. « Hugo, apporte le vaporisateur que nous avons fait avec la casserole », ordonna Élodie d'une voix tremblante mais ferme. « Chloé, aide-moi à tenir ton petit frère pendant que nous lui donnons la vapeur. Nous allons nous en sortir, mon amour. Maman ne laissera rien de mal t'arriver. » Laurent observa fasciné comment cette famille improvisait des solutions médicales avec des éléments de base. Hugo, le fils aîné, déplaçait une casserole d'eau chaude près du jeune enfant, créant un vaporisateur maison, tandis que sa sœur tenait la petite tête du bébé. La coordination entre eux témoignait d'une routine établie par la nécessité de frères et sœurs qui avaient appris à prendre soin les uns des autres dans des circonstances impossibles. « Pourquoi Léo tombe-t-il si souvent malade, maman ?» demanda Chloé avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Est-ce parce que nous vivons ici? Est-ce parce que nous n'avons pas de chauffage comme les maisons de mes camarades d'école? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Laurent vit Élodie lutter pour contenir ses larmes tout en continuant à appliquer la vapeur improvisée sur les voies respiratoires de son plus jeune fils. La question de la fillette avait touché une vérité dévastatrice que tous dans cette famille connaissaient, mais personne n'osait verbaliser complètement. « Mon amour », répondit finalement Élodie d'une voix brisée. « Parfois la vie nous met face à des épreuves très difficiles, mais l'important est que nous nous ayons les uns les autres et que maman fera tout son possible pour que vous alliez bien. Papa nous surveille depuis le ciel et il veut que nous soyons forts. » Laurent sentit les larmes commencer à rouler sur ses joues. La force de cette femme, sa capacité à garder espoir dans des circonstances si désespérantes, le touchait d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Toute sa vie, il avait été entouré de luxe, de commodité,
de solutions immédiates à tout problème. Il n'avait jamais affronté la réalité de devoir choisir entre acheter des médicaments pour un enfant malade ou payer le loyer d'un logement décent. « Maman », dit Hugo avec une maturité déchirante, « demain je n'irai pas à l'école. Je resterai pour m'occuper de Léo et Chloé pendant que tu travailleras. En plus, j'ai entendu dire qu'au marché central, ils avaient besoin d'aide pour charger des cartons. Est-ce que je peux gagner un peu d'argent en plus ?»« Non, mon chéri », répondit Élodie avec fermeté, bien que sa voix tremblât d'émotion. « Ton éducation est la chose la plus importante. C'est le seul moyen pour qu'un jour tu puisses avoir une vie différente de la mienne. Je ne te permettrai pas de sacrifier ton avenir à cause de notre situation actuelle. »« Mais maman, nous avons besoin d'argent », insista Hugo. « Et en plus, si Léo empire, quelqu'un doit être là pour l'emmener à l'hôpital public. Tu ne peux pas manquer le travail car nous avons besoin de ce salaire. » Laurent réalisa qu'il était le témoin d'une conversation qui se répétait constamment dans cette famille, la terrible décision entre survie immédiate et espoir futur. Chaque jour, Élodie devait choisir entre prendre soin de ses enfants malades ou conserver le travail qui les maintenait en vie. Et ses enfants, à peine des gamins, assumaient déjà des responsabilités qui incomberaient à des adultes. « Écoutez-moi bien », dit Élodie, attirant ses 3 enfants vers elle dans une étreinte collective que Laurent put voir clairement à travers la fenêtre. « Je sais que la situation est très difficile en ce moment. Je sais que vous avez froid, que Léo est malade, que parfois il n'y a pas assez à manger, mais je vous promets que cela va changer. Maman travaille très dur pour trouver un meilleur endroit où vivre. »« Vraiment, maman ?» demanda Chloé avec ses yeux brillants remplis d'espoir enfantin. « Nous aurons une maison avec chauffage et Léo pourra mieux respirer. »« Oui, mon amour », répondit Élodie. Bien que Laurent pût détecter l'incertitude derrière cette promesse, « Nous aurons un vrai foyer, avec des chambres pour chacun, avec de l'eau chaude, avec tout ce que vous méritez. » Laurent sentit son cœur se briser en réalisant qu'Élodie faisait des promesses qu'elle ne pourrait probablement pas tenir. Avec son salaire d'employé de nettoyage, même en faisant des heures supplémentaires, il lui serait presque impossible de sortir sa famille de cette situation. Et pourtant, elle continuait à nourrir l'espoir de ses enfants, parce que c'était la seule chose qui les maintenait unis et désireux de se battre. C'est alors qu'il entendit quelque chose qui changea complètement sa perspective sur toute la situation. « Hugo », dit Élodie à voix basse, pensant que les plus jeunes enfants ne pouvaient pas entendre. « Je dois te dire quelque chose d'important. Le travail à l'entreprise de Monsieur Dubois. Dernièrement, j'ai dû prendre quelques affaires du bureau, des produits de nettoyage, des désinfectants. Je sais que c'est mal, mais avec Léo si malade et sans argent pour acheter des médicaments... »« Maman, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » interrompit Hugo avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Tu fais toujours ce qui est juste. Si tu as pris ces choses, c'est parce que tu n'avais pas d'autre choix. Papa disait toujours que quand il s'agit de protéger la famille, un père fait ce qui est nécessaire. » Laurent fut coupé dans sa respiration. Élodie avouait à son fils aîné qu'elle avait pris des produits du bureau, mais la manière dont elle le faisait n'était pas celle d'une criminelle justifiant ses actes, c'était celle d'une mère désespérée, expliquant à son fils pourquoi elle avait dû compromettre ses propres valeurs morales pour les maintenir en vie. « Mais, mon fils, » continua Élodie, les larmes aux yeux, « je veux que tu comprennes que ce n'est pas ce que je veux vous enseigner. Dans des circonstances normales, je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. Ton papa était un homme honnête, travailleur, et il voulait que vous grandissiez en étant des personnes intègres. Ce que je fais maintenant n'est que jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Maman, papa ferait la même chose s'il était là, » répondit Hugo en serrant sa mère dans ses bras. « Il nous a appris que le plus important est de prendre soin de la famille et tu fais exactement cela. » Laurent dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La conversation qu'il venait d'entendre l'avait marqué plus profondément que toute expérience précédente dans sa vie. Cette femme avait été torturée par la culpabilité de prendre ses produits. Elle avait enseigné à ses enfants que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais que parfois les circonstances extrêmes obligeaient les gens à prendre des décisions impossibles. Soudain, Léo commença à tousser violemment, un son humide et préoccupant qui fit que toute la famille se mobilisa immédiatement. Laurent vit Élodie porter le petit enfant tandis qu'Hugo et Chloé couraient apporter plus d'eau chaude pour le vaporisateur improvisé. « Léo, mon amour, calme-toi », murmura Élodie en berçant l'enfant. « Maman est là, tout ira bien. Respire lentement, comme je te l'ai appris. » Mais Laurent pouvait voir que la situation empirait. Les lèvres de l'enfant avaient une teinte bleutée qui n'était certainement pas normale, et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Il était évident qu'il avait besoin de soins médicaux professionnels urgents. « Maman, » dit Hugo avec une panique croissante dans la voix. « Je crois que nous devons l'emmener à l'hôpital. Il empire. Mon fils, tu sais que nous n'avons pas d'argent pour l'hôpital privé, » répondit Élodie avec désespoir. « Et à l'hôpital public, ils vont mettre des heures à nous prendre en charge. En plus, ils vont nous poser beaucoup de questions sur l'endroit où nous vivons.
sur notre situation. Laurent réalisa qu'Élodie avait peur de chercher de l'aide médicale, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'elle craignait que les autorités ne se rendent compte des conditions dans lesquelles elle élevait ses enfants. La peur qu'on lui enlève ses enfants pour négligence ou pour des conditions de vie inadéquates la paralysait juste au moment où elle avait le plus besoin d'agir. « Maman, peu importe ce qu'ils disent », insista Hugo. « Si Léo souffre parce que nous ne l'avons pas emmené à l'hôpital, je ne me le pardonnerai jamais, et toi non plus. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Laurent. Un enfant de 12 ans affrontait la possibilité réelle de perdre son petit frère par manque de ressources médicales. Il voyait comment une famille se déchirait entre l'amour, la peur et le désespoir. Élodie prit finalement une décision qui démontra la véritable ampleur de son amour maternel. « Tu as raison, mon fils », dit-elle avec détermination, enveloppant Léo dans une couverture usée. « Allons à l'hôpital public. Peu importe ce que nous devrons affronter après. L'important maintenant est de sauver ton petit frère. » Laurent les vit quitter la maison abandonnée à l'aube. Une procession silencieuse de silhouettes enveloppées dans des couvertures déchirées, marchant sous la pluie vers un arrêt de bus lointain. Élodie portait Léo, tandis qu'Hugo tenait la main de Chloé. Et tous se déplaçaient avec cette urgence désespérée de ceux qui savent que chaque minute compte. C'est à ce moment que Laurent Dubois prit la décision la plus importante de sa vie. Il ne pouvait pas rester là, spectateur passif, tandis que cette famille luttait pour survivre. Il ne pouvait pas retourner dans son hôtel particulier chaud et confortable, sachant qu'à quelques kilomètres de là, 3 enfants innocents payaient le prix de circonstances qui étaient complètement hors de leur contrôle. Il courut vers sa berline et démarra le moteur. Il devait faire quelque chose. Il devait aider. Mais tandis qu'il conduisait derrière le bus qui emmenait la famille d'Élodie vers l'hôpital, une question le tourmentait. Comment avait-il vécu 45 ans sans se rendre compte que ce genre de souffrance existait si près de lui? Et plus important encore, quel genre d'homme était-il devenu s'il avait été capable de juger une mère désespérée sans chercher d'abord à comprendre son histoire? L'hôpital public Saint-Louis ressemblait à un labyrinthe de désespoir sous les lumières fluorescentes qui clignotaient par intermittence. Laurent arriva quelques minutes seulement après la famille d'Élodie, garant sa berline dans une zone où elle détenait définitivement parmi les véhicules délabrés et les ambulances qui allaient et venaient constamment. Depuis l'entrée principale, il put voir Élodie courir vers le comptoir des urgences avec Léo dans les bras, tandis qu'Hugo et Chloé la suivaient de près. Le petit enfant avait empiré pendant le trajet en bus. Sa respiration était devenue si laborieuse que même de loin Laurent pouvait voir comment il luttait pour chaque bouffée d'air. « S'il vous plaît, mon fils n'arrive pas à respirer », entendit-il Élodie crier à l'infirmière de garde, une femme d'âge moyen qui semblait avoir vu trop de souffrance pour être surprise par quoi que ce soit. « Il empire toute la nuit, et maintenant il devient bleu. S'il vous plaît, vous devez l'aider. » L'infirmière, dont le badge l'identifiait comme Sophie Leclerc, regarda l'enfant avec une expression professionnelle mais compréhensive. Cependant, ces mots suivants furent comme des poignards pour le cœur de quiconque les entendrait. « Madame, je vois que votre fils a effectivement besoin de soins immédiats, » dit Sophie en vérifiant rapidement les signes vitaux de Léo. « Mais j'ai besoin que vous remplissiez d'abord ces formulaires. Informations personnelles, adresse, assurance maladie, mode de paiement, des formulaires, » interrompit Élodie avec un désespoir évident dans la voix. « Mon fils est mal et vous me demandez des formulaires? S'il vous plaît, occupez-vous de lui d'abord, et après nous remplirons tous les papiers que vous voulez. Je comprends votre préoccupation, madame, mais ce sont des procédures obligatoires, » répondit l'infirmière avec cette froideur institutionnelle qui caractérise les systèmes de santé surchargés. « Sans la documentation complète, nous ne pouvons pas traiter son entrée dans le système. » Laurent observait la scène à une distance prudente, sentant l'indignation monter en lui. Il était témoin de la façon dont la bureaucratie pouvait se transformer en tragédie pour ceux qui n'avaient pas de ressources. Tandis que Léo luttait pour respirer, le système exigeait de sa mère qu'elle priorise la paperasse sur la vie de son fils. « Maman, donne-lui les papiers qu'elle veut », murmura Hugo, essayant d'être le grand frère responsable que les circonstances l'avaient obligé à devenir. « Je peux m'occuper de Chloé pendant que tu remplis tout ça. » Mais quand Élodie commença à remplir les formulaires, la cruelle réalité de sa situation devint évidente. Dans la case adresse, elle resta paralysée. Que pouvait-elle écrire? Maison abandonnée sans numéro dans la banlieue défavorisée? Cela ne susciterait-il pas des soupçons sur sa capacité à prendre soin de ses enfants? « Madame, j'ai besoin d'une adresse valide », insista l'infirmière Sophie, remarquant l'hésitation d'Élodie. « C'est une information requise pour le dossier médical. »« C'est que nous sommes en train de déménager », mentit Élodie, ses mains tremblantes en tenant le stylo. « Temporairement, nous logeons chez des proches. »« L'adresse des proches, alors ?» interrompit Sophie, avec une impatience croissante. Il y avait une file de personnes qui attendaient derrière Élodie, et il était évident que la pression du travail affectait sa patience.
Laurent vit Élodie s'effondrer lentement. C'était une femme fière qui avait travaillé toute sa vie, qui avait maintenu sa dignité même dans les circonstances les plus adverses. Mais maintenant, avec son fils dans un état critique dans ses bras, elle se voyait forcée de mentir et de s'humilier devant un système qui semblait conçu pour expulser les plus vulnérables. C'est alors que Léo commença à souffrir d'une crise soudaine. « Mon bébé, quelque chose arrive à mon bébé !» cria Élodie tandis que le petit enfant Léo empirait brusquement et que toute la salle se paralysait. Les convulsions étaient terrifiantes à regarder. Le petit corps de Léo se contractait violemment, tandis que ses petits yeux devenaient complètement blancs. L'infirmière Sophie réagit finalement avec l'urgence que la situation méritait depuis le début. « Code bleu, aux urgences. J'ai besoin d'un médecin ici immédiatement », cria-t-elle en prenant Léo des bras d'Élodie et en courant vers les salles de traitement. « Ne me prenez pas mon fils », sanglota Élodie en essayant de suivre l'infirmière. « S'il vous plaît, laissez-moi être avec lui. C'est juste un bébé. Il a peur. Madame, vous devez rester ici pendant que nous stabilisons l'enfant, » lui dit un agent de sécurité, lui barrant le passage avec cette autorité impersonnelle qui caractérise ceux qui appliquent les règlements sans considérer la douleur humaine qu'ils causent. Les familles ne peuvent pas entrer dans la zone de traitement pendant les urgences médicales. Laurent fut témoin de l'effondrement émotionnel d'Élodie. Cette femme forte, qui avait affronté la pauvreté, le veuvage et la responsabilité d'élever seuls 3 enfants, se brisa finalement. Elle s'écroula sur l'une des chaises en plastique de la salle d'attente, pleurant avec une intensité qui déchirait l'âme de quiconque l'entendait. « Maman, ne pleure pas », lui dit Chloé avec cette sagesse innocente des enfants qui ont vu trop de souffrance. « Léo est très fort. Souviens-toi que papa disait toujours que notre famille a du sang de guerrier. Léo ira bien parce qu'il a ta force. » Les mots de la fillette de 8 ans révélèrent quelque chose de fondamental sur cette famille. Ils avaient perdu leur patriarche, mais son héritage de force restait vivant en chacun de ses membres. Le père de ses enfants avait été clairement une figure importante qui leur avait enseigné des valeurs de résistance et d'unité familiale. « Comment papa est-il mort, maman ?» demanda Hugo d'une voix brisée, profitant de ce moment vulnérable pour poser une question qu'il avait évidemment réprimée depuis longtemps. « Tu ne nous as jamais raconté exactement ce qui s'est passé ?» Laurent s'approcha un peu plus, sans être détecté, car il pressentait qu'il était sur le point d'entendre une vérité fondamentale pour comprendre la situation de cette famille. Élodie respira profondément avant de répondre, essuyant ses larmes du revers de la main. Ton papa était soudeur dans le bâtiment. Il commença d'une voix tremblante. Il travaillait sur des immeubles très hauts, faisant ces structures métalliques qui soutiennent tout. Un jour, l'entreprise pour laquelle il travaillait décida d'économiser de l'argent sur les mesures de sécurité. Il n'y avait pas assez de harnais. Les plateformes étaient en mauvais état. « Il est tombé ?» demanda Chloé avec cette franchise brutale que seuls les enfants peuvent exprimer. « Oui, mon amour », confirma Élodie, serrant ses 2 enfants aînés. « Il est tombé du 18e étage. » Parce que l'entreprise n'a pas voulu investir dans un équipement de sécurité adéquat. Et quand nous avons essayé de les faire nous aider, quand nous avons demandé une compensation pour pouvoir continuer, ils nous ont dit que c'était sa faute de ne pas avoir été prudent. Laurent sentit son sang se glacer. Cette famille n'avait pas seulement perdu son principal soutien, mais elle avait été victime de la négligence corporative. Une entreprise avait privilégié les profits sur la vie humaine, et quand les conséquences de cette décision s'étaient avérées fatales, ils avaient blâmé la victime. « C'est pour ça que nous n'avons pas pu rester dans notre ancienne maison ?» demanda Hugo, reliant les points avec cette intelligence précoce que développent les enfants qui grandissent dans l'adversité. « Exactement, mon fils », répondit Élodie. « Sans le salaire de papa, nous n'avons pas pu payer le loyer. Le propriétaire nous a mis à la porte après 2 mois de retard. Nous avons tout perdu, les meubles, les photos de famille, même les jouets que papa vous avait achetés pour Noël. » L'image qui se formait dans l'esprit de Laurent était dévastatrice. Cette famille avait eu une vie normale, une maison, une stabilité. Tout s'était effondré à cause de l'avidité corporative et du manque de responsabilité sociale. Élodie était passée d'être l'épouse d'un travailleur respecté à devenir une mère célibataire luttant pour maintenir ses enfants en vie dans un immeuble abandonné. « Mais maman, » dit Chloé avec cet espoir inébranlable de l'enfance, « tu dis toujours que papa nous surveille depuis le ciel. Tu penses qu'il aide Léo en ce moment ?»« Bien sûr que oui, mon amour, » répondit Élodie, trouvant de la force dans la foi qui avait maintenu sa famille unie. Papa ne nous abandonnerait jamais. Il est en train de parler aux médecins en ce moment, leur disant exactement comment soigner Léo. C'est alors que le docteur apparut, un homme jeune qui semblait épuisé, mais qui conservait cette sérénité professionnelle nécessaire pour annoncer des nouvelles médicales. Laurent s'approcha suffisamment pour entendre tout ce qu'il avait à dire. « Famille Morals ?» demanda le docteur en consultant son presse-papier. « Oui, je suis la mère », répondit Élodie, se levant immédiatement. « Comment va mon fils? Va-t-il bien ?»
Votre fils Léo a une infection respiratoire sévère, compliquée par la malnutrition et une exposition prolongée à des conditions environnementales défavorables, expliqua le docteur avec cette terminologie médicale qui sonnait effrayante pour des oreilles non professionnelles. Les convulsions ont été causées par le manque d'oxygène dû à l'obstruction de ses voies respiratoires. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples, docteur? Demanda Hugo, assumant à nouveau ce rôle d'adulte qui ne lui correspondait pas à ses 12 ans. Cela signifie que votre petit frère est très malade, parce qu'il a respiré de l'air contaminé et n'a pas reçu l'alimentation adéquate pour maintenir son système immunitaire fort, expliqua le docteur, faisant preuve d'une empathie qui contrastait avec la froideur bureaucratique des autres employés de l'hôpital. Il a besoin d'une hospitalisation immédiate, d'un traitement antibiotique intraveineux et de soins intensifs pendant au moins 1 semaine. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Laurent vit Élodie traiter lentement les implications de ces mots. Hospitalisation signifiait des dépenses qu'elle ne pourrait jamais couvrir. Un traitement intensif signifiait qu'elle devrait manquer le travail, perdant le seul revenu qui maintenait sa famille en vie. « Docteur, » dit Élodie d'une voix tremblante, « combien cela va-t-il coûter ?»« Madame, en ce moment l'important est de sauver la vie de votre fils, » répondit le docteur, éludant habilement la question financière. Les aspects économiques peuvent être discutés plus tard avec le service de facturation, mais Élodie avait vécu suffisamment de pauvreté pour comprendre que discuter plus tard signifiait accumuler une dette impossible à payer. Cela signifiait que pendant des années, elle paierait des factures médicales qui la maintiendraient dans la misère absolue. « Y a-t-il une alternative moins coûteuse ?» demanda-t-elle avec le désespoir d'une mère qui se noyait dans un océan d'impossibilités. « Quelque chose que je peux faire à la maison. Je sais prendre soin des enfants malades. Je le fais depuis des mois. »« Madame Morales, » dit le docteur avec fermeté, mais compréhension. « Votre fils a besoin d'équipements médicaux que nous n'avons qu'ici à l'hôpital. Si vous tentez de le traiter à la maison, il y a une très forte probabilité qu'il ne survive pas. Êtes-vous prête à prendre ce risque ?» La question resta suspendue dans l'air comme une guillotine émotionnelle. Laurent observa Élodie lutter intérieurement entre l'amour inconditionnel pour son fils et la réalité écrasante de sa situation économique. C'était la décision la plus cruelle qu'aucune mère ne pourrait affronter. S'endetter à vie pour sauver son fils ou risquer de le perdre par manque de ressources. C'est alors que Laurent Dubois prit la décision qui allait changer non seulement la vie de la famille Morale, mais aussi sa propre existence. Il sortit des ombres où il avait observé et s'approcha directement du groupe. « Excusez-moi, docteur, » dit-il avec cette autorité naturelle que confèrent l'argent et le pouvoir. « Je suis Laurent Dubois et je prendrai en charge tous les frais médicaux de Léo Morale. Je veux qu'il reçoive le meilleur traitement disponible, quel qu'en soit le coût. » Élodie se tourna vers lui avec une expression de choc absolu. Ses yeux se remplirent de confusion, d'espoir et de terreur simultanément. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son patron, l'homme à qui elle avait volé des produits de nettoyage, se tenait dans la salle des urgences d'un hôpital public, offrant de payer le traitement de son fils. « Monsieur Dubois » balbutia Élodie. « Quoi? Comment? Pourquoi êtes-vous ici ?» Laurent la regarda droit dans les yeux et dans ce regard, il y avait un mélange de honte, d'admiration et de détermination qu'Élodie n'avait jamais vu auparavant. « Élodie » dit-il d'une voix émue, « je suis venu te demander pardon. » Le silence dans la salle des urgences devint si dense qu'il sembla que même les machines médicales avaient cessé de faire du bruit. Élodie regardait Laurent avec une expression qui combinait choc, confusion et terreur pure. Ses enfants s'étaient instinctivement réfugiés derrière elle, ne comprenant pas pourquoi leur patron était apparu de nulle part au moment le plus vulnérable de leur vie. « Pardon ?» répéta Élodie d'une voix à peine audible, comme si les mots s'étaient coincés dans sa gorge. « Monsieur Dubois, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment saviez-vous que nous étions ici? Pourquoi voulez-vous aider Léo ?» Laurent respira profondément, sachant que les mots suivants définiraient non seulement l'avenir de cette famille, mais aussi le genre d'homme qu'il deviendrait à partir de ce moment. « Élodie, je dois avouer quelque chose de terrible », commença-t-il, sa voix tremblante d'une émotion authentique. « Pendant des semaines, je t'ai enquêté. Je croyais que tu me volais des produits de nettoyage du bureau. J'ai engagé un détective privé. J'ai examiné les caméras de sécurité. Je t'ai espionné comme si tu étais une criminelle. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes, en comprenant l'ampleur de la situation. Son pire cauchemar se réalisait. Elle avait été découverte. Mais ce qui la dévastait le plus n'était pas la peur des conséquences, mais la honte que ses enfants entendent que leur mère avait été cataloguée comme une voleuse. « Maman n'est pas une voleuse », déclara Hugo avec cette férocité protectrice que développent les enfants lorsqu'ils voient leurs parents attaqués. « Ma maman est la meilleure personne du monde. Si elle a pris ces choses, c'est parce que nous en avions besoin pour ne plus tomber malade. »« Je sais, mon fils, » répondit Laurent, s'adressant directement à Hugo avec un respect qui surprit tous les présents.
Et tu as raison, ta maman n'est pas une voleuse. J'ai été un idiot qui n'a rien compris. Est-ce qu'il va nous mettre en prison? Demanda Chloé avec cette innocence déchirante des enfants qui ont appris trop tôt que le monde peut être cruel avec les vulnérables. Non, mon amour, répondit Laurent, s'agenouillant pour être à la hauteur de la petite fille. Personne n'ira en prison et personne ne fera plus jamais de mal à ta famille. Le docteur, qui avait écouté toute cette conversation, se racla discrètement la gorge. Excusez-moi, mais j'ai besoin de savoir si vous allez autoriser le traitement immédiat pour Léo. L'enfant doit être transféré aux soins intensifs maintenant. Autorisez tout, ordonna Laurent sans hésiter. Le meilleur traitement disponible, la meilleure chambre, les meilleurs spécialistes. L'argent n'est pas un problème. Monsieur Dubois, interrompit Élodie, retrouvant sa voix malgré la situation accablante. Je ne peux pas vous permettre de faire cela. Je n'ai aucun moyen de vous rembourser. Avec mon salaire d'employé de nettoyage, il me faudrait toute une vie pour rendre cet argent. Élodie, dit Laurent, se levant et la regardant droit dans les yeux. Après ce que j'ai découvert cette nuit, après avoir vu comment tu as vécu, après avoir compris pourquoi tu prenais ces produits, c'est moi qui devrais payer. Je devrais payer pour avoir été si aveugle, si insensible, si complètement étranger à la souffrance qui se déroulait sous mon propre nez. Que voulez-vous dire par « après ce que vous avez découvert » demanda Élodie, bien qu'une partie d'elle craignit la réponse. Laurent baissa les yeux, honteux de devoir admettre à quel point il avait violé l'intimité de son employé. « Je t'ai suivi jusqu'à chez toi. J'ai vu où tu vis. J'ai vu comment tu t'occupes de tes enfants. J'ai vu comment tu utilises ces produits que je pensais que tu volais. » L'expression d'Élodie passa de la confusion à l'horreur absolue. L'idée que son patron ait vu les conditions déplorables dans lesquelles elle élevait ses enfants, qu'il ait été témoin de sa plus grande honte, la remplit d'une humiliation si profonde qu'elle se sentit physiquement malade. « Vous avez vu l'immeuble insalubre ?» murmura-t-elle, couvrant son visage de ses mains. « Vous avez vu comment nous vivons, vous avez vu que je n'ai pas d'eau chaude, pas de chauffage, que mes enfants dorment sur des matelas posés au sol. J'ai vu une mère extraordinaire faire l'impossible pour maintenir ses enfants en vie, » interrompit Laurent d'une voix ferme et émue. « J'ai vu une femme qui prend des produits de nettoyage non pas pour les vendre, mais pour désinfecter un logement où personne ne devrait vivre, mais qu'elle transforme en un foyer sûr pour ses bébés. Ce n'est pas vrai, » explosa Élodie, la honte se transformant en désespoir. « Je suis une mère terrible. Mes enfants vivent comme des animaux à cause de moi. Léo est ici parce que je n'ai pas pu lui donner un foyer décent ou respirer un air pur. »« Ne dis pas ça !» cria Hugo en serrant sa mère dans ses bras, avec une intensité qui surprit tout le monde. « Tu es la meilleure maman du monde. Papa disait toujours que tu étais plus forte que 100 hommes réunis. »« Hugo a raison !» ajouta Chloé en rejoignant l'étreinte familiale. « Maman, tu nous donnes de l'amour tous les jours, tu nous fais sentir en sécurité, tu nous apprends à être bons. C'est plus important que d'avoir une belle maison. » Laurent observait cette scène d'amour inconditionnel et réalisait qu'il était témoin de quelque chose qu'il, malgré toute sa richesse, n'avait jamais expérimenté. Ses enfants n'aimaient pas leur mère malgré la pauvreté. Ils l'aimaient précisément parce qu'elle avait tout sacrifié, même sa dignité, pour les protéger. « Élodie, » dit Laurent avec une émotion qu'il n'avait jamais permise aux autres de voir. « Sais-tu quel a été le moment qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai vu la nuit dernière ?» Élodie leva les yeux, incapable d'imaginer quel aspect de sa misère avait été le plus mémorable pour son patron. « C'est quand j'ai entendu Léo demander si papa allait revenir du ciel, » continua Laurent, sa voix se brisant légèrement. « Et après, quand je t'ai vu avouer à Hugo que tu avais pris ces choses du bureau, j'ai vu une femme torturée par la culpabilité, enseignant à ses enfants que ce qu'elle faisait était mal, mais que parfois les circonstances extrêmes nous obligent à compromettre nos valeurs. « Parce que c'est mal, » murmura Élodie. « Voler est mal, quelle qu'en soit la raison. »« Tu ne volais pas » s'exclama Laurent avec une passion qui surprit même le docteur, qui avait écouté toute la conversation avec une fascination croissante. « Tu prenais du désinfectant pour nettoyer le foyer de tes enfants malades ? Tu utilisais des produits de nettoyage pour créer l'environnement le plus hygiénique possible dans des conditions impossibles ? Mais il ne m'appartenait pas, » insista Élodie, s'accrochant à cette intégrité morale qui avait été son guide tout au long de la crise. « Tu as raison, » admit Laurent. « Il ne t'appartenait pas, mais tu sais quoi, il m'appartenait. Et si j'avais été un meilleur patron, un meilleur être humain, j'aurais vu qu'une de mes employées les plus dévouées luttait pour survivre. J'aurais remarqué que tu arrivais tôt et partais tard, non pas par ambition, mais par désespoir économique. » Le docteur intervint finalement avec une urgence renouvelée. « Excusez-moi, mais nous devons vraiment transférer Léo immédiatement. Ses niveaux d'oxygène baissent à nouveau. »« Allez-y, docteur, » ordonna Laurent. « Faites tout ce qui est nécessaire. Je veux des rapports médicaux toutes les heures. » Tandis qu'une civière emportait Léo vers les soins intensifs, Élodie s'écroula sur une chaise,
accablée par l'intensité émotionnelle de la situation. Ses deux enfants aînés se blottirent contre elle, formant cette unité familiale inébranlable qui avait été leur force pendant les mois les plus difficiles. « Monsieur Dubois », dit Élodie après plusieurs minutes de silence, « il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose sur la raison pour laquelle nous avons fini par vivre dans cet immeuble insalubre. » Laurent s'assit en face d'elle, se préparant à entendre plus de détails d'une histoire qui l'avait déjà profondément marqué. « Mon mari, le papa de mes enfants, s'appelait Antoine », commença Élodie, sa voix acquérant cette qualité nostalgique qu'ont les gens lorsqu'ils parlent de proches disparus. C'était un soudeur industriel. Il travaillait à la construction de gratte-ciel et de ponts. C'était un homme bon, travailleur, qui rêvait de donner à ses enfants une vie meilleure que celle qu'il avait eue. « Qu'est-il arrivé avec lui ?» demanda Laurent, bien qu'il pressentit que la réponse serait douloureuse. « Il travaillait à la construction du nouveau complexe d'affaires La Tour d'Argent », continua Élodie, sans se rendre compte de l'impact que ces mots auraient sur Laurent. L'entreprise de construction avait décidé d'économiser de l'argent sur les équipements de sécurité. Les harnais étaient en mauvais état. Les plateformes ne respectaient pas les règlements, mais ils pressaient les travailleurs de finir rapidement. Laurent sentit son sang se glacer. La Tour d'Argent était un projet qu'il connaissait très bien. Ça avait été l'un des contrats les plus lucratifs de son entreprise ces dernières années. Antoine est tombé du 18e étage parce que la plateforme de travail s'est effondrée, continua Élodie, pleurant maintenant ouvertement. Quand j'ai essayé de faire en sorte que l'entreprise assume ses responsabilités, ils m'ont dit que c'était sa négligence de ne pas avoir vérifié correctement son équipement. Ils m'ont refusé toute compensation et m'ont menacé de me poursuivre en justice si j'insistais. « Quelle entreprise était-ce » demanda Laurent, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse et espérait désespérément se tromper. « Dubois Construction » répondit Élodie. « Groupe Dubois, la même entreprise où je travaille maintenant, nettoyant les bureaux de l'homme dont la société a tué mon mari. » Le silence qui suivit fut si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes de l'hôpital. Laurent sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Pendant des années, Élodie avait travaillé pour lui, nettoyant son bureau, connaissant chaque détail de sa vie professionnelle, tout en gardant le secret le plus dévastateur possible. « Saviez-vous qui j'étais quand vous avez postulé » demanda Laurent d'une voix à peine audible. « Bien sûr que oui », répondit Élodie avec un calme qui contrastait dramatiquement avec la tempête émotionnelle dans ses yeux. « Je savais exactement qui vous étiez, le propriétaire de l'entreprise qui avait tué mon mari et ensuite détruit ma vie financièrement. »« Pourquoi » demanda Laurent complètement submergé. « Pourquoi êtes-vous venu travailler pour moi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas confronté ? Pourquoi n'avez-vous pas cherché à vous venger ?» Élodie regarda ses deux enfants qui avaient écouté cette révélation avec des expressions de choc et de confusion croissante. « Parce que j'avais besoin du travail, » répondit-elle simplement. « Parce que mes enfants avaient besoin de manger. Parce que la vengeance n'allait pas ramener Antoine à la vie, ni payer nos factures. Et parce qu'Antoine m'a toujours appris que la haine n'empoisonne que celui qui la ressent. Mais je suis responsable de la mort de votre mari, » balbutia Laurent, les larmes coulant librement sur son visage. « Mon entreprise, mes décisions sur les coûts, ma pression pour livrer les projets rapidement, oui, » confirma Élodie, avec une sérénité plus dévastatrice que n'importe quel cri de colère. « Vous êtes responsable, mais vous haïr n'allait pas nourrir mes enfants. Travailler pour vous, oui. » À ce moment-là, Laurent Dubois comprit qu'il avait été en présence d'une grandeur humaine qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe combien d'argent il accumulait ou combien de pouvoir il obtenait. Cette femme avait trouvé la force de travailler pour l'homme responsable de sa tragédie. Elle avait maintenu son professionnalisme et son intégrité, tout en nettoyant le bureau de celui qui avait détruit sa famille. « Élodie, » dit Laurent finalement, « il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé. Il n'y a aucun moyen de compenser ce que ma négligence a causé à ta famille. Mais je te jure sur la vie de mes propres enfants que je consacrerai le reste de mon existence à réparer cette erreur. » « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Hugo avec cette méfiance naturelle que développent les enfants qui ont vu les adultes promettre des choses qu'ils ne tiennent pas. Laurent regarda le garçon de 12 ans qui avait assumé des responsabilités d'adulte trop tôt et pris la décision la plus importante de sa vie d'entrepreneur. « Cela signifie que ta famille n'aura plus jamais de besoin, » déclara-t-il avec une détermination qui le surprit lui-même. « Cela signifie que vous aurez un logement digne, une éducation complète, des soins médicaux garantis, et tout ce que votre père voulait vous donner quand il travaillait sur mes projets. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda Chloé avec cette honnêteté directe des enfants. « Vous nous avez déjà fait du mal une fois. » Laurent s'agenouilla à nouveau pour être à la hauteur de la fillette de 8 ans qui venait de lui poser la question la plus importante de sa vie. « Pourquoi ?» répondit-il d'une voix émue. « Votre famille m'a appris cette nuit ce que signifie vraiment être humain,
et parce que je ne permettrai plus jamais que mon ignorance cause tant de souffrance. Les heures suivantes à l'hôpital se déroulèrent comme des montagnes russes émotionnelles que personne dans cette salle d'attente n'oublierait jamais. Laurent était resté là toute la nuit, annulant des réunions importantes, ignorant les appels d'urgence de son entreprise, complètement absorbé par une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, la souffrance des personnes qui travaillaient pour lui. Toutes les 30 minutes, les infirmières sortaient avec des nouvelles sur Léo. Le petit enfant avait été branché à plusieurs machines, son corps minuscule luttant contre une infection qui avait progressé plus qu'on ne l'avait initialement pensé. Les médecins avaient expliqué que des semaines passées à vivre dans des conditions insalubres avaient gravement compromis son système immunitaire. « Maman, Léo va mourir ?» demanda Chloé avec cette crudité enfantine qui coupe comme un rasoir après avoir vu un autre médecin sortir avec une expression inquiète. « Non, mon amour », répondit Élodie, bien que Laurent pût détecter l'incertitude derrière ses mots. « Léo est fort comme son papa, il va s'en sortir. » Laurent observait cette famille affronter la possibilité d'une autre perte dévastatrice. Ils avaient déjà perdu Antoine. Ils avaient perdu leur foyer, leur stabilité économique, leur dignité sociale. L'idée qu'ils puissent aussi perdre Léo était simplement insupportable à envisager. « Monsieur Dubois » dit Hugo soudain, rompant le silence tendu qui s'était installé dans la salle d'attente. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr » répondit Laurent, surpris par le sérieux dans la voix du garçon. « Vous avez des enfants ?» La question frappa Laurent comme un coup de poing dans l'estomac. Oui, il avait des enfants. 2 adolescents qui vivaient dans un hôtel particulier, qui fréquentaient des écoles privées coûteuses, qui n'avaient jamais affronté une seule difficulté réelle dans leur vie privilégiée, des enfants qui le connaissaient plus comme un pourvoyeur d'argent que comme un père présent. « Oui » admit-il d'une voix basse. « J'ai 2 enfants. Alexandre a 16 ans et Manon en a 14. Ils savent où vous êtes maintenant ?» continua Hugo avec cette intelligence émotionnelle que développent les enfants qui ont trop vu. « Non » avoua Laurent, réalisant qu'il n'avait même pas pensé à contacter sa propre famille pour expliquer son absence. « Ils pensent probablement que je suis en réunion d'affaires ou en voyage pour le travail. Comme toujours. »« Comme toujours ?» répéta Chloé avec une curiosité authentique. Laurent réalisa que ses enfants, qui avaient perdu leur père tragiquement, ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait avoir des enfants vivants et en bonne santé, mais choisir d'être absent de leur vie. Pour eux, qui valorisaient chaque moment familial comme un trésor, l'idée d'un père qui privilégiait le travail sur la famille était complètement incompréhensible. « Mes enfants sont habitués à ce que papa ne soit pas à la maison », expliqua Laurent, ressentant une honte croissante en verbalisant cette réalité. « J'ai toujours pensé que ma responsabilité était de gagner de l'argent pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. De grandes maisons, des voitures chères, des vacances en Europe, mais vous les serrez dans vos bras ?» demanda Chloé avec cette simplicité qui va droit au cœur des choses importantes. « Je les serre dans mes bras ?» répéta Laurent comme si la question était dans une langue étrangère. « Oui » insista la fillette, « nous serrons maman dans nos bras tous les jours, plusieurs fois par jour, surtout quand elle est triste ou inquiète. Vous serrez vos enfants dans vos bras quand ils sont tristes ?» Laurent resta silencieux de longues minutes, traitant une question qui révélait un vide fondamental dans sa vie familiale. Il ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait serré Alexandre ou Manon dans ses bras. Leurs interactions se limitaient à des questions sur les notes scolaires, des virements d'argent pour les dépenses et des conversations superficielles lors des rares dîners de famille. « Je crois que je ne les serre pas assez dans mes bras », admit-il finalement, sa voix se brisant légèrement. « Papa nous serrait dans ses bras tous les jours », partagea Hugo avec un sourire nostalgique qui illumina momentanément son visage fatigué. Quand il rentrait du travail, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, il nous serrait dans ses bras. Il disait que les câlins de ses enfants lui donnaient la force de travailler si dur. « Et le week-end » ajouta Chloé, rejoignant les souvenirs de famille. Papa inventait des jeux avec nous. Il transformait la maison en château ou en vaisseau spatial ou en jungle. Nous n'avions pas besoin de jouets chers parce que papa rendait tout amusant. Laurent écoutait ces descriptions et réalisait qu'Antoine Moral, un soudeur industriel aux revenus modestes, avait été infiniment plus riche que lui dans les seules choses qui importaient vraiment. Il avait eu l'amour inconditionnel de sa famille. Il avait construit de précieux souvenirs avec ses enfants. Il avait été le centre émotionnel de son foyer. « Savez-vous ce qui nous manque le plus chez papa ?» demanda Élodie, rejoignant la conversation d'une voix douce, mais chargée d'émotion. « Quoi ?» demanda Laurent, se préparant à une autre leçon sur ce que signifiait vraiment être père. « Les histoires », répondit Élodie avec un sourire qui mêlait joie et tristesse. Chaque soir, Antoine inventait différentes histoires aux enfants. Des histoires où ils étaient les héros, où ils surmontaient des obstacles, où ils apprenaient des leçons importantes sur le fait d'être de bonnes personnes. « Il les inventait ?» demanda Laurent, fasciné par un concept qu'il n'avait jamais envisagé. « Complètement », confirma Hugo. «
Papa disait que les meilleures histoires étaient celles qui venaient du cœur, pas des livres. Il nous racontait des aventures où Léo était un super-héros qui pouvait voler, où Chloé était une princesse qui sauvait des royaumes, où moi j'étais un explorateur qui découvrait de nouveaux mondes et toujours, ajouta Chloé avec un enthousiasme croissant. À la fin de chaque histoire, papa nous disait que dans la vie réelle, nous étions encore plus spéciaux que dans les contes, parce que nous étions ses vrais enfants. Laurent sentit les larmes commencer à couler à nouveau. Ses enfants avaient perdu un père qui non seulement les avait aimés, mais avait investi du temps, de la créativité et de l'énergie émotionnelle pour nourrir leurs imaginations, pour les faire se sentir précieux, pour construire leur estime de soi jour après jour. « Vos enfants vous ont-ils déjà demandé de leur raconter des histoires ?» demanda Élodie avec une curiosité authentique. « Non, » admit Laurent. « Ils ont toujours eu des télévisions dans leur chambre, des jeux vidéo, des ordinateurs. Je n'ai jamais pensé qu'ils puissent vouloir quelque chose d'aussi simple que leur papa leur raconte une histoire. »« Peut être, » suggéra Hugo, avec une sagesse qui dépassait largement son âge. « Ils ne savent pas qu'ils peuvent vous le demander. Peut être qu'ils attendent que vous le proposiez. » À ce moment précis, le médecin-chef des soins intensifs apparut dans la salle d'attente. Son expression était sérieuse, mais pas dévastatrice, ce qui capta immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. « Famille Morals », annonça-t-il en consultant son presse-papier. « J'ai des nouvelles sur Léo. » Élodie se leva si rapidement qu'elle faillit perdre l'équilibre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se préparait à entendre des nouvelles qui pourraient tout changer. « Comment va mon bébé, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Léo a très bien répondu au traitement antibiotique », expliqua le médecin avec un sourire rassurant. Sa respiration s'est considérablement stabilisée et les niveaux d'oxygène dans le sang reviennent à des paramètres normaux. Le soulagement qui s'empara de la famille fut si palpable que Laurent put le ressentir physiquement. Élodie s'effondra à nouveau sur sa chaise, cette fois de pure gratitude, tandis qu'Hugo et Chloé s'étreignaient en pleurant de joie. « Cela signifie qu'il va bien ?» demanda Chloé, nécessitant une confirmation absolue. « Cela signifie que nous avons surmonté la crise immédiate », continua le docteur. « Cependant, Léo devra rester hospitalisé pendant au moins une semaine de plus pour s'assurer que l'infection est complètement éliminée et après sa sortie, il nécessitera des soins spéciaux à la maison. »« Quel type de soins spéciaux ?» demanda Élodie. Bien que Laurent soupçonna qu'elle devinait déjà où la conversation allait. « Léo a besoin de vivre dans un environnement complètement exempt d'humidité, de moisissure et de pollution atmosphérique, expliqua le médecin avec cette gravité professionnelle qui indiquait qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. Ses poumons ont été gravement affectés par l'exposition prolongée à des conditions environnementales inadéquates. Une rechute pourrait être grave. Le silence qui suivit fut dévastateur. Tous dans cette salle savaient que l'immeuble insalubre où vivait la famille Morale ne répondait nullement à ses exigences médicales. En fait, c'était exactement le type d'environnement qui pourrait mettre Léo en danger s'il y retournait. « Docteur », dit Laurent en se levant avec détermination, « quel type de logement serait idéal pour la guérison de Léo ? Une maison avec un système de chauffage et de ventilation adéquat, sans problème d'humidité, de préférence avec des purificateurs d'air et certainement sans exposition à la moisissure ou aux matériaux de construction détériorés, répondit le médecin, décrivant en substance tout l'opposé de l'endroit où vivait la famille. « Compris », dit Laurent avec fermeté. « Cela ne sera pas un problème. »« Monsieur Dubois », interrompit Élodie, comprenant immédiatement les implications de ces mots. « Je ne peux pas vous permettre de faire plus que ce que vous avez déjà fait. L'hôpital, les médicaments, c'est déjà trop. »« Élodie », répondit Laurent, la regardant droit dans les yeux, « ton fils a failli périr parce que ma négligence en tant qu'entreprise a tué son père et vous a forcé à vivre dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Ce n'est pas de la charité que j'offre, c'est de la justice. Mais une maison comme celle que décrit le docteur doit coûter une fortune, » protesta Élodie. « Je ne peux pas accepter une chose pareille de votre part. »« Pourquoi pas ?» demanda Chloé avec cette logique simple des enfants. « Si monsieur a de l'argent et que nous avons besoin d'une maison pour que Léo ne tombe pas malade, pourquoi ne peut-il pas nous aider ? »« Pourquoi, mon amour ?» expliqua Élodie patiemment. « Quand quelqu'un te donne quelque chose de très grand, après, ils peuvent te demander des choses en retour que tu ne pourras être pas donné. » Laurent sentit ces mots le frapper comme une gifle. Élodie avait raison de se méfier. Dans son monde des affaires, toutes les faveurs venaient avec des conditions. Toutes les aides avaient des coûts cachés, toutes les générosités étaient des investissements déguisés. « Élodie », dit Laurent avec une émotion qu'il n'avait jamais permis aux autres de voir dans des contextes professionnels. « La seule chose que je veux en retour, c'est l'opportunité d'être un meilleur homme que je ne l'ai été jusqu'à présent. L'opportunité d'honorer la mémoire d'Antoine en faisant pour ses enfants ce qu'il aurait fait si je n'avais pas été si irresponsable en matière de sécurité au travail. »« Vraiment ?» demanda Hugo,
scrutant le visage de Laurent avec cette capacité des enfants à détecter la sincérité ou la fausseté chez les adultes. « Vraiment », confirma Laurent. « Et en plus, je veux vous demander une faveur. »« Quelle faveur ?» demanda Chloé avec curiosité. « Je veux que vous m'appreniez à être le genre de père qu'Antoine était, » dit Laurent, sa voix se brisant d'émotion. « Je veux apprendre à raconter des histoires à mes enfants, à les serrer dans mes bras quand ils sont tristes, à leur faire se sentir plus importants que n'importe quelle réunion d'affaires. »« Sérieusement ?» demanda Élodie, surprise par une demande qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. « Sérieusement ?» confirma Laurent. « Vous avez perdu le meilleur père du monde, mais vos souvenirs de lui peuvent m'aider à devenir un meilleur père pour mes propres enfants. Ce serait la meilleure récompense que vous pourriez me donner. » Pour la première fois depuis le début de cette longue nuit de révélation, Élodie sourit avec un espoir authentique. « Je crois, » dit-elle finalement, « qu'Antoine serait très fier de savoir que son héritage va aider une autre famille à se retrouver. » 3 jours après la promesse faite à l'hôpital, Laurent Dubois se tenait devant une belle maison à 2 étages dans le quartier résidentiel, les Jardins de Villette, tenant les clés dans une main et un contrat d'achat dans l'autre. Ce n'avait pas été une décision impulsive. Il avait passé 72 heures à rechercher méticuleusement chaque détail pour trouver le logement parfait pour la famille Morale. La maison avait tout ce que le médecin avait spécifié pour la récupération de Léo. Système de chauffage central, purificateur d'air dans chaque pièce, grandes fenêtres laissant entrer une lumière naturelle abondante et, le plus important, elle avait été construite à peine 2 ans auparavant avec des matériaux complètement exempts d'humidité et de moisissure. Mais Laurent était allé au-delà des exigences médicales. La propriété comprenait 4 chambres spacieuses, 2 salles de bain complètes, une cuisine moderne avec de nouveaux appareils électroménagers, un jardin arrière où les enfants pourraient jouer en toute sécurité et était situé dans une zone avec d'excellentes écoles publiques. C'était exactement le genre de foyer qu'Antoine Morale aurait rêvé d'offrir à sa famille. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur Dubois ?» demanda Claire Dupont, l'agente immobilière qui avait géré l'achat express. « C'est une décision très généreuse, mais aussi très coûteuse. Cette propriété vaut plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 10 ans. »« Je suis complètement sûr, » répondit Laurent sans hésitation. « En outre, ce n'est pas de la générosité, c'est une justice très tardive. » Tandis qu'il attendait l'arrivée de la famille Morale, Laurent réfléchissait aux changements extraordinaires qui s'étaient produits dans sa vie au cours de ces 3 jours. Il avait annulé des réunions importantes, avait délégué des décisions commerciales qu'il aurait normalement considérées comme cruciales et, pour la première fois depuis des années, il avait placé les besoins d'autrui avant ses propres ambitions financières. Plus important encore, il avait eu la conversation la plus honnête de sa vie avec ses propres enfants. La nuit précédente, il était rentré dans son hôtel particulier avant 20 heures pour la première fois depuis des mois. Alexandre et Manon dînaient seuls dans la salle à manger principale, comme à leur habitude, tandis que lui travaillait généralement tard ou assistait à des événements d'affaires. « Papa », avait dit Manon, surprise de le voir apparaître à une heure si matinale. « Tout va bien à l'entreprise. Nous ne vous attendions pas avant le week-end. » Ces mots lui avaient brisé le cœur. Ses propres enfants étaient surpris de le voir à la maison en semaine, comme si sa présence paternelle était un événement extraordinaire qui ne se produisait qu'occasionnellement. « J'ai quelque chose de très important à vous raconter », leur avait-il dit, s'asseyant avec eux pour la première fois depuis des mois. « Et je dois vous demander pardon pour le genre de père que j'ai été jusqu'à présent. » Pendant les 2 heures suivantes, il leur avait raconté toute l'histoire. Élodie, l'immeuble insalubre, Léo à l'hôpital, la mort d'Antoine dans un de ses projets de construction et la leçon dévastatrice sur ce que signifiait réellement être un père présent. « Papa », avait dit Alexandre avec une maturité qui l'avait surpris. « Nous savons que vous travaillez beaucoup pour nous donner une bonne vie. Nous n'avons jamais senti que vous ne nous aimiez pas. Mais, » avait ajouté Manon avec cette honnêteté directe qu'elle tenait de sa mère, « nous avons senti que vous ne nous connaissez pas vraiment, comme si vous saviez que nous existions, mais ne saviez pas qui nous sommes. » Ces mots avaient été plus percutants que n'importe quelle critique commerciale qu'il avait reçue. Ses enfants ne le blâmaient pas de travailler autant, mais reconnaissaient qu'il avait manqué l'occasion de les connaître en tant qu'individus, avec leurs rêves, leurs peurs, leurs personnalités uniques. « Que pouvons-nous faire pour changer cela ?» leur avait-il demandé, réellement intéressé à entendre leurs idées. « Eh bien, » avait répondu Manon après mûre réflexion, « vous pourriez commencer par nous demander comment s'est passée notre journée quand vous rentrez à la maison. Pas seulement si nous avons fait nos devoirs ou si nous avons eu de bonnes notes. Et peut-être, » avait ajouté Alexandre, « vous pourriez nous raconter des histoires sur votre enfance. Nous ne savons jamais rien sur la façon dont vous avez grandi, ce que vous aimiez faire, comment vous avez rencontré maman. » Laurent avait promis que tout cela changerait et avait commencé cette même nuit en leur racontant sa propre enfance,
les erreurs qu'il avait commises en privilégiant le succès financier sur les relations humaines, et comment une famille en crise lui avait enseigné des leçons qu'aucune école de commerce ne pourrait offrir. Maintenant, debout devant la nouvelle maison de la famille Morale, Laurent ressentait un mélange de nervosité et d'émotion qu'il n'avait pas éprouvé depuis qu'il était un jeune entrepreneur construisant sa première entreprise. Mais cette fois, le succès ne se mesurerait pas en gains économiques, mais dans le sourire d'une mère qui pourrait enfin offrir à ses enfants un foyer digne. Le taxi s'arrêta devant la maison exactement à 14 heures, comme convenu. Léo avait reçu son congé de l'hôpital ce matin-là, et, bien qu'il semblât encore fragile, ses joues avaient retrouvé une partie de la couleur rose saine de l'enfance. Élodie sortit la première du véhicule, suivie d'Hugo, qui aida soigneusement Léo à descendre, tandis que Chloé courut immédiatement vers le jardin avant. « Maman, regarde comme ces fleurs sont belles !» cria Chloé en montrant les rosiers qui ornaient l'entrée. « Et il y a une balançoire dans cet arbre. » « Chloé, ne touche à rien », l'avertit Élodie automatiquement avec cette prudence de quelqu'un qui avait appris à ne pas attendre trop de la vie. « Ce n'est pas notre maison. Nous sommes ici pour la visiter, mais nous ne savons pas si… » « Élodie, » interrompit Laurent doucement, s'approchant avec les clés tendues vers elle. « C'est votre maison, complètement la vôtre. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles de l'arbre où se trouvait effectivement une balançoire installée. Élodie regarda les clés comme si elles étaient des objets magiques qui pourraient disparaître si elle les touchait. « Que voulez-vous dire par « complètement la nôtre » demanda Hugo avec cette méfiance protectrice qu'il avait développée après des mois d'incertitude. « Je veux dire, » expliqua Laurent, s'agenouillant pour être à la hauteur des 3 enfants, que la maison est entièrement payée, qu'elle est enregistrée au nom de votre maman et que personne ne pourra jamais vous la prendre. C'est la nôtre pour toujours vraiment ?» demanda Léo avec cette petite voix qui montrait encore des signes de sa récente maladie, mais qui brillait d'un espoir prudent. « Pour toujours vraiment ?» confirma Laurent, sentant ses yeux se remplir de larmes en voyant l'expression d'étonnement sur le visage du petit garçon. Élodie prit finalement les clés de ses mains tremblantes. Pendant des mois, elle avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais cru que ce serait possible. Elle avait eu des fantasmes nocturnes où elle imaginait ses enfants courir dans une vraie maison, dormir dans de vrais lits, prendre leur bain avec de l'eau chaude, mais elle s'était toujours réveillée dans cet immeuble insalubre où la réalité la frappait brutalement. « On peut entrer et la voir à l'intérieur ?» demanda Chloé, pratiquement sautant d'excitation. « Bien sûr !» répondit Laurent, conduisant la famille vers la porte principale. « C'est votre foyer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Quand Élodie ouvrit la porte, ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur dépassa toutes les attentes qu'ils auraient pu avoir. Laurent n'avait pas seulement acheté la maison, il l'avait entièrement meublée avec tout le nécessaire pour une famille avec 3 enfants. Dans le salon principal, il y avait un canapé confortable à 3 places, une table basse en bois massif, une télévision grand écran fixée au mur et, le plus important, une bibliothèque remplie de livres pour enfants et adolescents. La cuisine était entièrement équipée avec de nouveaux appareils électroménagers, une vaisselle complète, et le garde-manger était rempli de suffisamment de nourriture pour plusieurs semaines. « Maman, il y a un escalier !» cria Hugo en courant vers le 2e étage comme un enfant normal de 12 ans pour la première fois depuis des mois. « Et chaque chambre a son propre lit », ajouta Chloé, qui avait suivi son frère aîné à l'étage. Laurent avait porté une attention particulière aux chambres. La chambre principale avait un lit queen size, avec une literie neuve, une grande armoire et une commode avec miroir. Les chambres des enfants étaient décorées de manière appropriée pour leur âge. Celle d'Hugo avait un bureau pour étudier et des affiches éducatives. Celle de Chloé était peinte dans des tons doux avec un lit individuel décoré de nouvelles poupées. Et celle de Léo avait un lit bébé convertible qui pouvait se transformer en lit d'enfant, ainsi qu'un humidificateur spécial, recommandé par les médecins. « Monsieur Dubois », dit Élodie d'une voix brisée par l'émotion, « c'est trop. C'est plus que ce que j'ai jamais rêvé de donner à mes enfants. Je ne sais pas comment nous pourrons vous rembourser un jour. »« Élodie », répondit Laurent, s'asseyant à côté d'elle sur le nouveau canapé. « Te souviens-tu ce que tu m'as dit à l'hôpital sur la raison pour laquelle tu as décidé de travailler pour moi au lieu de chercher à te venger? Parce que la vengeance n'allait pas nourrir mes enfants, » répéta Élodie, se rappelant ses propres mots. « Exactement, » continua Laurent. « Eh bien, cette maison n'est pas une vengeance pour ce que mon entreprise a fait à Antoine. Cette maison est ma façon d'honorer sa mémoire, en m'assurant que ses enfants aient les opportunités qu'il voulait leur donner. « Maman, viens voir ma chambre !» cria Léo d'en haut, sa voix remplie d'une joie qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Quand ils montèrent au 2e étage, ils trouvèrent les 3 enfants explorant leur nouvelle chambre, avec des expressions de pur étonnement. Léo avait découvert que son lit avait des barrières latérales pour éviter les chutes, mais qu'elle pouvait aussi être enlevée quand il serait plus grand. Chloé serrait une nouvelle poupée qu'elle avait trouvée sur son lit. Hugo examinait les livres sur son bureau,
Des livres adaptés à son âge et à son niveau d'éducation. « Je peux vraiment garder tous ces livres ?» demanda Hugo en tenant une encyclopédie de sciences naturelles. « Ils sont à toi », confirma Laurent. « Et il y a plus de livres en bas dans la bibliothèque familiale. J'ai pensé que tu aimerais peu être raconté des histoires à tes frères et sœurs comme ton papa le faisait. » Les yeux d'Hugo se remplirent de larmes. Pendant des mois, il avait assumé des responsabilités d'adulte par nécessité, mais maintenant on lui offrait l'opportunité d'être un grand frère dans des circonstances normales, de prendre soin de Léo et Chloé par amour, au lieu de désespoir. « Monsieur Dubois, dit Hugo avec un sérieux émouvant, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. Vos enfants savent-ils ce que vous faites pour nous ? La question surprit Laurent car elle révélait qu'Hugo n'avait pas seulement pensé à sa propre famille, mais à la façon dont ses actions pourraient affecter d'autres personnes. Oui, répondit Laurent. Je leur ai raconté toute votre histoire, et ils savent que vous m'avez enseigné des leçons très importantes sur ce que signifie être une famille. Quel type de leçons ? Demanda Chloé, rejoignant la conversation avec cette curiosité naturelle des enfants. Ils m'ont appris que serrer ses enfants dans ses bras est plus important que de leur acheter des choses chères, expliqua Laurent. Ils m'ont appris que raconter des histoires à la maison est plus précieux que de travailler tard. Ils m'ont appris que connaître les rêves de mes enfants est plus important que de faire plus d'argent. Allez-vous commencer à serrer plus vos enfants dans vos bras ? Demanda Léo avec cette innocence directe que seuls les petits-enfants possèdent. J'ai déjà commencé, confirma Laurent avec un sourire authentique. Hier soir, j'ai serré Alexandre et Manon dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Quoi ? Demandèrent les trois enfants à l'unisson. Qu'ils avaient aussi besoin de ces câlins, mais ne savaient pas comment me les demander. Élodie, qui avait écouté cette conversation en explorant la salle de bain principale avec sa nouvelle douche et son eau chaude, s'approcha du groupe, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur Dubois, dit-elle d'une voix chargée d'émotion. Antoine serait très fier de savoir que son histoire aide une autre famille à se retrouver. Le croyez-vous vraiment ? Demanda Laurent, ayant sincèrement besoin de cette confirmation. Complètement, répondit Élodie sans hésitation. Antoine disait toujours que les tragédies n'avaient de sens que si nous les transformions en opportunités pour rendre le monde un peu meilleur. Maman, dit Chloé soudain, nous pourrions inviter Monsieur Dubois et ses enfants à dîner ici un jour pour que nous puissions les connaître et peut-être leur apprendre certains des jeux que papa nous a appris. La suggestion prit Laurent complètement par surprise. Ces enfants qui avaient tant perdu, qui avaient tant souffert par la négligence de son entreprise, offraient maintenant de partager leur nouveau bonheur avec sa famille. C'était un niveau de générosité et de pardon qui l'émouvait profondément. « J'adorais, répondit Laurent, et je suis sûr qu'Alexandre et Manon aimeraient aussi vous rencontrer. Nous pourrions leur montrer comment papa nous a appris à faire des petites pièces de théâtre, s'exclama Chloé avec un enthousiasme croissant. Et Hugo pourrait leur raconter certaines des histoires que papa nous inventait. Et Léo pourrait lui apprendre ses chansons préférées, ajouta Hugo en portant son petit frère avec cette tendresse protectrice qu'il avait développée pendant les mois difficiles. Laurent observait cette planification spontanée d'une réunion de famille et réalisait qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire. Ses enfants ne pensaient pas en termes de nous contre eux, ou de pauvres contre riches. Ils pensaient simplement en termes de familles qui peuvent s'entraider pour être plus heureuses. « Il y a une chose de plus que je veux vous montrer, » dit Laurent en dirigeant la famille vers la fenêtre de la chambre principale qui donnait sur le jardin arrière. Dans le jardin, il y avait quelque chose qui avait nécessité des jours de planification spéciale. Un petit potager surélevé avec de la terre fertile, des outils de jardinage adaptés aux enfants et des graines de légumes et d'herbes que la famille pourrait cultiver ensemble. Antoine a toujours voulu apprendre à ses enfants à cultiver leurs propres aliments, expliqua Laurent. Élodie m'a raconté à l'hôpital qu'il parlait d'avoir un jardin où il pourrait apprendre d'où vient la vraie nourriture. « Papa vous a dit ça ?» demanda Hugo, surpris que Laurent connaisse des détails si intimes sur les rêves de son père. « C'est ta maman qui me l'a raconté, » clarifia Laurent. « Et j'ai pensé que vous pourriez être m'apprendre à moi aussi. Je n'ai jamais rien planté de ma vie. »« Oui » cria Léo, applaudissant de ses petites mains qui semblaient déjà plus fortes après le traitement médical. « Nous pouvons planter des tomates et des laitues et des carottes et de jolies fleurs pour maman, » ajouta Chloé, toujours soucieuse de rendre sa mère heureuse. Élodie s'approcha de la fenêtre et observa le jardin avec une expression qui mêlait gratitude, étonnement et une profonde mélancolie. C'était exactement ce qu'Antoine avait rêvé pour sa famille. Et bien qu'il ne fût pas physiquement présent pour le voir, son esprit et ses valeurs étaient complètement vivants à cet instant. « Antoine » murmura-t-elle doucement, s'adressant à son défunt mari comme s'il pouvait l'entendre. « Nos bébés ont enfin le foyer que tu voulais leur donner. » Laurent réalisa qu'il était le témoin d'un moment sacré, un instant où l'amour transcende la mort et où les rêves reportés trouvent enfin leur réalisation. Ce n'était pas seulement une maison qu'il remettait, c'était la matérialisation des espoirs d'un père qui était mort trop tôt,
mais dont l'héritage continuerait à vivre à travers ses enfants. « Élodie, » dit Laurent. Finalement, il y a une condition pour cette maison. La panique instantanée qui apparut dans les yeux de la femme lui brisa le cœur, mais il était nécessaire d'établir cette condition spécifique. « Quelle condition ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que tu me permettes de changer toutes les politiques de sécurité au travail chez Groupe Dubois, » répondit Laurent avec un sérieux absolu. « Que tu m'aides à mettre en œuvre des protocoles qui garantiront qu'aucun autre travailleur ne souffre ce qu'Antoine a souffert, que tu transformes la tragédie de ton mari en la salvation d'autres travailleurs. » Élodie le regarda pendant de longues secondes, traitant l'ampleur de ce qu'il proposait. « Vous parlez sérieusement ?» demanda-t-elle finalement. « Complètement sérieusement », confirma Laurent. « Je veux qu'Antoine Morals devienne le nom du programme de sécurité au travail le plus strict de toute l'industrie de la construction. » Pour la première fois depuis la perte de son mari, Élodie sentit que la tragédie qui avait détruit sa vie aurait finalement un but qui honorerait la mémoire d'Antoine de la manière la plus significative possible. « J'accepte, » dit-elle d'une voix ferme. « J'accepte de tout mon cœur. » Le premier dîner de famille entre les familles Dubois et Morales eut lieu une semaine après la remise des clés de la maison. Laurent arriva à 18h avec Alexandre et Manon, apportant des fleurs pour Élodie et des jouets éducatifs pour les 3 enfants. Ces enfants avaient été nerveux toute la journée, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette famille qui avait si profondément transformé leur père. La maison qui était autrefois un rêve impossible débordait maintenant de vie et de chaleur humaine. L'arôme de la cuisine maison se mêlait au son des rires enfantins, créant cette atmosphère de foyer véritable qu'aucun hôtel particulier ne pourrait reproduire. Léo s'était remarquablement amélioré. Ses joues avaient une couleur saine, et sa respiration était claire et forte. « Papa !» murmura Manon, tandis qu'il marchait vers la porte principale. « Tu es nerveux ?»« Un peu », admit Laurent avec honnêteté. « Mais c'est une bonne nervosité, comme quand on est sur le point de vivre quelque chose de spécial. » Élodie ouvrit la porte avec un sourire radieux, qui contrastait dramatiquement avec la femme désespérée que Laurent avait vue à l'hôpital des semaines auparavant. Elle portait une robe simple mais propre, et il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait de dignité retrouvée. « Bienvenue chez nous », dit-elle avec une chaleur authentique qui mit immédiatement Alexandre et Manon à l'aise. Les premières minutes furent inévitablement inconfortables. Alexandre et Manon, habitués au dîner formel servi par des employés de maison, se retrouvèrent dans une cuisine où la famille elle-même préparait les repas et où l'on s'attendait à ce que chacun participe au service de table. « Avez-vous besoin d'aide avec quelque chose ?» demanda Alexandre, sans savoir exactement comment offrir son aide dans un environnement si différent de son expérience habituelle. « Bien sûr », répondit Hugo avec enthousiasme. « Peux-tu m'aider à apporter les assiettes à table ? Dans notre famille, tout le monde aide pour tout. » Manon observait fasciné comment Chloé aidait Léo à se laver les mains avant de manger, comment Hugo vérifiait que tout était prêt, comment Élodie coordonnait les activités avec une efficacité née de l'amour plutôt que de la rigidité. C'était un type de dynamique familiale complètement nouvelle pour elle. Le dîner se composait de plats simples, mais préparés avec soin. Poulet mijoté, riz, haricots, salade fraîche du potager qu'ils avaient commencé à cultiver et tortillas faites maison. Il n'y avait rien de luxueux, mais chaque bouchée avait une saveur qui parlait de temps investi, d'attention portée, de nourriture préparée comme un acte d'amour. « Dans notre famille, » expliqua Élodie en servant les plats, « nous avons une tradition pour les dîners. Chaque personne partage quelque chose de bien qui lui est arrivé pendant la journée, et quelque chose pour lequel elle se sent reconnaissante. »« Quelque chose de bien et quelque chose pour lequel elle se sent reconnaissante ?» répéta Manon, comme si c'était un concept complètement étranger. « Oui », confirma Léo avec cette joie contagieuse des petits-enfants. « Je commence toujours parce que je suis le plus petit. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que j'ai pu courir dans le jardin sans me fatiguer, et je me sens reconnaissant parce que je n'ai plus mal à la poitrine quand je respire. » La simplicité et la profondeur de ces mots touchèrent Alexandre et Manon. Cet enfant de 5 ans, qui avait été au bord de la mort quelques semaines auparavant, trouvait de la joie à pouvoir respirer normalement et courir sans douleur. Leurs propres préoccupations quotidiennes concernant les notes, les jeux vidéo et les projets sociaux semblaient triviales en comparaison. « Je continue », annonça Chloé. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai trouvé un papillon dans notre potager, et il est resté longtemps sur mon doigt, et je me sens reconnaissante parce que j'ai ma propre chambre où je peux garder tous mes trésors. »« Quel genre de trésors ?» demanda Manon avec une curiosité authentique. « De jolies pierres que je trouve dans le jardin, des feuilles aux formes intéressantes, des dessins que je fais pour maman, expliqua Chloé avec sérieux. Papa disait toujours que les trésors les plus précieux ne coûtent pas d'argent. Hugo continua. Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai entièrement compris mon devoir de maths sans aide,
et je me sens reconnaissant parce que je peux étudier à mon propre bureau sans bruit qui me distrait. Élodie sourit avec une fierté maternelle avant de parler. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir Léo jouer joyeusement dans le jardin, et je me sens reconnaissante parce que mes enfants ont un foyer sûr où ils peuvent grandir et rêver. Tous se tournèrent vers Laurent, Alexandre et Manon. C'était leur tour de participer à cette tradition familiale, mais aucun d'eux n'avait jamais réfléchi à sa journée de cette manière intentionnelle. Nous n'avons jamais fait cela auparavant, admit Laurent avec honnêteté. Mais je veux essayer. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir le sourire de Léo quand il a couru vers la porte pour nous accueillir. Et je me sens reconnaissant parce que vous m'apprenez à être un meilleur père. Alexandre hésita avant de parler. Quelque chose de bien. Je crois que quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de rencontrer Hugo et de réaliser qu'il y a des gens de mon âge qui sont beaucoup plus matures et responsables que moi. Et je me sens reconnaissant parce que papa apprend à passer plus de temps avec nous. Manon fut la dernière. Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de voir comment Chloé s'occupe de Léo. Cela m'a fait réfléchir à comment je peux être une meilleure grande sœur, et je me sens reconnaissante parce que cette famille me montre ce que signifie vraiment s'aimer les uns les autres. Le silence qui suivit fut rempli de chaleur et de connexion. Il était évident que quelque chose de fondamental avait commencé à changer dans la dynamique des deux familles. Maintenant, annonça Hugo avec enthousiasme, c'est l'heure des histoires. Pendant l'heure suivante, les enfants Morales partagèrent les histoires qu'Antoine leur racontait, mais avec une touche spéciale. Ils invitèrent Alexandre et Manon à être des personnages dans les aventures. Chloé inventa une histoire où Manon était une princesse scientifique qui sauvait des royaumes avec ses expériences. Hugo créa une aventure où Alexandre était un explorateur qui découvrait des civilisations perdues. Léo, avec l'aide de ses frères et sœurs, raconta une histoire où tous étaient des super-héros qui travaillaient ensemble pour rendre le monde meilleur. Laurent observait cette interaction et réalisait que ses enfants vivaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. La joie pure de l'imagination partagée, de créer des mondes fantastiques avec d'autres enfants, d'être valorisés non pas pour ce qu'ils possédaient, mais pour ce qu'ils étaient en tant que personnes. « Papa » demanda Manon quand les histoires furent terminées. « Pourrions-nous faire ça à la maison aussi ?» Les dîners avec gratitude et les histoires. « J'adorerais » répondit Laurent, se sentant plus connecté à ses enfants qu'il ne l'avait été depuis des années. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation devint plus profonde. Élodie raconta à Alexandre et Manon l'histoire d'Antoine, non pas comme une figure tragique, mais comme un père aimant qui avait rempli leur vie de joie et d'enseignements précieux. « Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui ?» demanda Alexandre avec une curiosité sincère. « Son rire » répondit Léo immédiatement. « Papa riait très fort quand nous jouions, et toute la maison était remplie de bonheur. Ses câlins d'ours » ajouta Chloé. « Il nous serrait si fort que nous sentions que rien de mal ne pouvait nous arriver tant que nous étions dans ses bras. » Ses conseils, dit Hugo, avec le sérieux de quelqu'un qui avait dû grandir trop vite. Il savait toujours exactement quoi nous dire quand nous avions des problèmes ou quand nous étions confus. Mais vous savez ce qui est le plus incroyable, ajouta Élodie avec un sourire plein d'amour. Toutes ces choses qui nous manquent chez papa vivent encore en vous. Léo a son rire joyeux, Chloé donne des câlins qui guérissent le cœur, et Hugo a cette sagesse spéciale pour aider les autres. Vraiment ? demanda Léo, avec des yeux brillants. Complètement vraiment, confirma sa mère. Papa vit à travers vous chaque jour. Cette conversation eut un impact profond sur Alexandre et Manon. Ils réalisèrent qu'ils avaient tenu pour acquise la présence de leur père, sans apprécier les opportunités de créer des souvenirs et des liens significatifs, tant qu'il était encore possible. « Papa, » dit Alexandre plus tard cette nuit-là, sur le chemin du retour, « nous pourrions commencer à faire des choses ensemble le week-end, pas des choses chères, mais des choses comme celles que le papa d'Hugo faisait avec eux. »« Eh, quel genre de choses as-tu en tête ?» demanda Laurent, ému par cette initiative de son fils. « Peut-être pourrions-nous apprendre à cuisiner ensemble ?» suggéra Manon, « ou faire des projets dans le jardin, ou simplement nous asseoir et discuter sans télévision ni téléphone. »« Cela me semble parfait, » répondit Laurent, sentant son cœur se remplir d'un bonheur qu'aucun succès commercial n'avait pu lui procurer. 3 semaines plus tard, Laurent était dans son bureau, mais cette fois-ci, il ne travaillait plus tard le soir. C'était un vendredi après-midi, et il avait établi une nouvelle politique personnelle. Plus de travail après 10 sept le vendredi, et les week-ends étaient sacrés pour la famille. Élodie avait commencé à travailler comme consultante en sécurité au travail pour Groupe Dubois, aidant à concevoir des protocoles qui protégeraient d'autres travailleurs des tragédies, comme celle qu'Antoine avait subie. Sa connaissance intime des conséquences humaines de la négligence d'entreprise en avait fait une voix puissante pour le changement. « Monsieur Dubois », dit Élodie en entrant dans son bureau avec un dossier rempli de documents. « J'ai le rapport final sur les nouvelles mesures de sécurité du programme Antoine Moral. Au cours des dernières semaines,
Ils avaient travaillé ensemble pour mettre en œuvre les normes de sécurité au travail les plus strictes de l'industrie. Équipements de protection de la plus haute qualité, inspections quotidiennes obligatoires, formation exhaustive pour tous les travailleurs et un fonds d'urgence pour les familles de tout employé blessé au travail. Quels sont les résultats? Demanda Laurent, bien qu'il connaisse déjà la réponse par les rapports hebdomadaires. 0 accident de travail sur toutes nos constructions au cours des 3 dernières semaines, rapporta Elodie avec une fierté évidente. Les travailleurs disent qu'ils se sentent plus en sécurité et plus valorisés que jamais. Ah, et l'impact financier. Les coûts initiaux ont été significatifs, admit Elodie. Mais les économies sur les assurances, les poursuites judiciaires et le temps perdu à cause des accidents compensent déjà l'investissement. De plus, notre réputation d'entreprise responsable attire de meilleurs travailleurs et des contrats plus prestigieux. Laurent sourit en se rappelant comment il pensait autrefois que la sécurité au travail était une dépense inutile qui réduisait les profits. Maintenant, il comprenait que c'était un investissement dans des vies humaines qui s'avérait également être une excellente décision commerciale. « Elodie, dit-il en fermant le dossier, puis-je te poser une question personnelle ? Bien sûr. Sens-tu parfois qu'Antoine serait fier de ce que nous avons accompli ? Elodie sourit avec cette sérénité qu'elle avait développée pendant les mois de guérison. Chaque jour, surtout quand je vois d'autres travailleurs rentrer sains et saufs chez eux, sachant que leurs enfants ne vivront pas ce que les miens ont vécu. Et tes enfants, comment s'adaptent-ils à tous les changements? Léo est complètement guéri. Les médecins disent qu'il n'y a aucune trace de l'infection respiratoire, rapporta Elodie avec une joie maternelle. Chloé s'épanouit dans sa nouvelle école. Ses professeurs disent que c'est une fille brillante et compatissante. Et Hugo, qu'en est-il d'Hugo? Hugo me surprend chaque jour, continua Elodie avec fierté. Il a commencé à parler d'étudier l'ingénierie civile quand il sera grand. Il veut concevoir des bâtiments qui soient complètement sûrs pour tous les travailleurs. Sérieusement, il dit qu'il veut continuer le travail que son papa a commencé et que vous aidez à terminer, expliqua Elodie. Il veut que le nom Moral soit synonyme de construction sûre. Laurent sentit ses yeux se remplir de larmes. Le fils d'Antoine n'avait pas seulement surmonté la tragédie, mais il la transformait en inspiration pour consacrer sa vie à protéger les autres. « Elodie, dit-il finalement, je veux te faire une proposition. » « Quel genre de proposition ? Je veux créer un fonds de bourses universitaires au nom d'Antoine Moral, expliqua Laurent avec un enthousiasme croissant. Pour les enfants de travailleurs du bâtiment qui veulent étudier l'ingénierie, l'architecture ou toute carrière liée à la sécurité de l'industrie. Vous parlez sérieusement ? Complètement sérieusement. Et je veux que tu gères ce fonds, continua Laurent. Qui mieux que la veuve d'Antoine pour décider quel jeune mérite l'opportunité de transformer des tragédies en solutions. Elodie resta sans voix pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de ce que Laurent proposait. « Savez-vous ce que cela signifie ?» demanda-t-elle finalement. « Cela signifie qu'Antoine Morals deviendra une force pour le bien qui transcende sa propre mort, » répondit Laurent. « Cela signifie que son héritage sauvera des vies pendant des générations. »« J'accepte, » dit Elodie d'une voix ferme et émue. « J'accepte de tout mon cœur et au nom d'Antoine. » Cette même nuit, dans la maison qui débordait maintenant de vie et de bonheur, les deux familles se réunirent à nouveau pour dîner. Mais cette fois, il y avait une tradition supplémentaire. À la fin du dîner, ils allumaient une bougie spéciale en l'honneur d'Antoine Moral. « Papa », dit Chloé en s'adressant à la bougie comme si Antoine pouvait l'entendre. « Aujourd'hui, Monsieur Laurent nous a parlé des bourses qui aideront d'autres enfants à étudier pour faire des travaux plus sûrs. Es-tu fier de nous ?» À ce moment, comme si l'univers voulait répondre à la question de la fillette, une brise douce agita les rideaux de la fenêtre, faisant danser la flamme de la bougie d'une manière spéciale. « Papa est là », murmura Léo avec cette certitude absolue des petits-enfants. Il nous dit qu'il est fier. Laurent observait cette scène et réalisait qu'il avait été le témoin de la transformation la plus extraordinaire de sa vie. Une tragédie avait été transformée en rédemption, une injustice avait été transformée en justice, et une mort avait donné vie à un héritage qui protégerait d'innombrables familles futures. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire ?» dit Laurent en regardant tous les enfants présents. « Quoi ?» demandèrent-ils à l'unisson. « Qu'Antoine Moral ne sera jamais seulement un nom sur une pierre tombale, expliqua Laurent avec une émotion profonde. Ce sera le nom de bourses universitaires qui aideront des jeunes à étudier. Ce sera le nom de protocoles de sécurité qui sauveront des vies. Ce sera le nom dont d'autres travailleurs se souviendront lorsqu'ils rentreront sains et saufs chez eux chaque nuit, et ce sera le nom que nous porterons avec fierté pour toujours, ajouta Hugo avec cette maturité qu'il avait développée à travers l'adversité transformée en but. Exactement, confirma Laurent. Antoine Moral est devenu immortel, non pas parce qu'il est physiquement avec nous, mais parce que son amour, ses valeurs et son sacrifice continuent de rendre le monde meilleur chaque jour. À ce moment, avec deux familles unies autour d'une table, avec une bougie honorant la mémoire d'un homme bon,
Et avec l'avenir brillant de promesses de vie sauvées et de rêves réalisés, tous comprirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. La mort d'Antoine Morral avait été une tragédie. Mais son héritage était devenu la plus belle histoire de rédemption, d'amour et d'espoir que chacun d'eux aurait pu imaginer. Et chaque fois qu'un travailleur rentrerait sain et sauf chez lui, chaque fois qu'un jeune recevrait une bourse pour étudier, chaque fois qu'une famille n'aurait pas à souffrir ce que la famille Morral a souffert, Antoine Morral continuerait de vivre, car le véritable amour ne meurt jamais. Il se transforme seulement en des formes de plus en plus belles de rendre le monde meilleur.